Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 4 septembre 2023, avec le Climate Summit 2023, alors le premier sommet africain pour le climat qui s'ouvre à Nairobi. Ce lundi 4 septembre s'ouvre à Nairobi, au Kenya, le premier sommet africain pour le climat. Pendant 3 jours, des dirigeants d'Afrique et d'ailleurs se retrouvent pour échanger avec les acteurs de la société civile ainsi que des entreprises publiques et privées et des organisations internationales. Objectif affiché, parvenir à une feuille de route commune du continent pour la présenter à la COP 28 en novembre. Les détails dans ce commentaire. Les dirigeants des principales institutions politiques et financières africaines se réunissent à Nairobi au Kenya pour planifier la lutte contre le changement climatique. Le sommet établi par l'Union africaine et le gouvernement kényan se tiendra au Kenyatta International Convention Center au centre-ville de Nairobi. Certaines zones des espaces publics de la ville seront fermées pour l'événement. La capitale du Kenya, Nairobi, a augmenté son niveau de préparation pour recevoir environ 20 chefs d'État et environ 30 000 visiteurs. Le sommet réunira la plupart des chefs d'État africains ainsi que de nombreuses organisations internationales. John Kerry, l'envoyé spécial du président américain pour le climat, sera également présent. Selon un journal kényan local, le gouvernement kényan est préoccupé par la sécurité des dirigeants et délégués en visite et a déployé environ 4 000 membres du personnel de sécurité des forces de défense du Kenya, de l'unité de la fonction publique, des officiers de la police générale et du service national de la jeunesse pour protéger les étrangers. Mettre en évidence les impacts climatiques et les solutions possibles, montrer des méthodes créatives pour préserver et protéger la faune sauvage en tant que capital naturel inestimable dans la lutte contre le changement climatique, fournir un financement local sur le changement climatique directement aux communautés locales pour leur permettre de mettre en œuvre leur propre plan d'adaptation au changement climatique et explorer les stratégies et solutions d'adaptation et de résilience au changement climatique sont les principales attentes du sommet du Kenya pour diriger les nations africaines. Le sommet que l'Union africaine co-organisera du 4 au 6 septembre 2023 offre une plateforme pour diverses perspectives africaines sur les solutions climatiques. Le sommet devrait produire des résultats et des engagements importants qui seront avancés lors de la conférence de la COP 28. Le sommet africain sur le climat organisé au Kenya vise à attirer l'attention sur le financement des inondations et des famines et à souligner la capacité de l'Afrique à fournir des solutions climatiques avec des banques de carbone. Les pays africains appellent à une augmentation du financement climatique pour s'adapter au changement climatique et atteindre les objectifs de développement. Malgré sa faible contribution au changement climatique, l'Afrique serait la région la plus vulnérable du monde. Les effets du changement climatique deviennent de plus en plus évidents sur le continent africain, nuisant aux populations les plus vulnérables et provoquant insécurité alimentaire, exclusion et perte de revenus. 4 pays africains figuraient parmi les 10 plus touchés en 2015 et 7 des 10 pays les plus menacés par le changement climatique se trouvent en Afrique. Selon la Banque africaine de développement, le coût des catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes en Afrique se situe entre 7 000 millions de dollars par an. D'ici 2030, les pays africains doivent lever 124 milliards de dollars par an pour des mesures d'adaptation, mais en l'état actuel des choses, seulement 28 milliards de dollars sont alloués au continent chaque année. Le Kenya accueillera le premier sommet africain sur le climat. Le sommet établi par l'Union africaine et le gouvernement kenyan se tiendra au Kenyatta International Convention Centre, KICC, au centre-ville de Nairobi. La capitale du Kenya, Nairobi, a augmenté son niveau de préparation pour recevoir environ 20 chefs d'État et environ 30 000 visiteurs. Le sommet doit réunir la plupart des chefs d'État africains ainsi que de nombreuses organisations internationales. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Dr Moustapha Tamen, professeur en sciences politiques, qui va nous jeter la lumière sur le sommet
du climat qui se déroule aujourd'hui au Kenya. Bonjour, docteur Moustapha Tamem. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, le sommet africain sur le climat est l'occasion d'envoyer des messages importants sur les priorités du continent africain face à la question climatique. Veuillez nous parler de ces messages et bien sûr de cette conférence. Certainement, cette conférence est un événement très très important parce que comme on voit au monde entier, on a beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays parce que malheureusement, le monde entier au passé a négligé le facteur du climat. On n'a pas donné beaucoup d'importance et comme vous voyez, qu'est-ce qui est arrivé en Grèce, en Italie, en Amérique et en beaucoup de pays aussi, on avait beaucoup de problèmes avec le climat. Et certainement, les pays africains aussi, peut-être on n'a pas, au passé, on n'avait pas l'importance de ce sujet-là, mais certainement, si vous vous rappelez, on avait la conférence du COP27 ici en Égypte, qui a pris part et qui a donné beaucoup d'importance pour le climat. Et certainement, l'Égypte peut jouer un rôle très important parce qu'elle a beaucoup d'expérience et elle a les ressources humaines dans ce domaine-là. Et certainement, les pays africains aussi, on n'a pas la technologie et on n'a pas peut-être les facilités pour élever les effets négatifs du climat. Alors certainement, l'Égypte peut jouer un rôle très très important pour donner l'importance de ce facteur. Docteur Moustapha Tamem, alors veuillez nous parler du rôle de l'Égypte qui dirige les efforts visant à parvenir à un consensus mondial sur le climat. Certainement, l'Égypte va jouer un rôle très très important. Comme je vous ai dit, on avait la conférence du COP27 et ça nous a donné beaucoup de pouvoir et beaucoup d'expérience avec les problèmes du climat au monde entier. Et certainement, l'Égypte a beaucoup des experts dans ce domaine-là. Et peut-être on a la technologie et aussi avec l'Égypte, avec sa location stratégique, pourra aider beaucoup des pays du continent Afrique pour élever ces problèmes-là. Parce que peut-être il y a un problème avec les pays africains. On n'avait pas au passé vu l'importance de ce facteur-là du climat. Oui. Et maintenant, l'Égypte peut jouer un rôle très important pour donner l'expérience d'l'Égypte dans ce domaine-là. Et aussi, de l'autre côté, on peut donner un pouvoir à les problèmes. Si on ne va pas faire prendre des pas positifs pour le climat, ça va avoir beaucoup de dangers dans le domaine économique de ces pays-là en Afrique. Permettez-moi, docteur Moustapha Tamem, alors le président Abdel Fattah el-Sisi avait souligné à plusieurs reprises l'importance primordiale d'une coordination étroite avec les pays africains dans tous les domaines. Alors, selon vous, quels sont les outils nécessaires pour entamer cette coopération dans le domaine du climat? Certainement, l'Égypte peut jouer un rôle très très important dans ce domaine-là. Et ça serait peut-être, comme vous avez dit, le président Abdel Fattah el-Sisi a donné beaucoup d'importance dans ce sujet-là. Moi, je pense qu'on pourra avoir un comité qui va être peut-être formé de beaucoup de pays africains et on va mettre un plan d'action. Parce que certainement, il y aura des obstacles dans le domaine financier, dans le domaine de la technologie, dans le domaine des ressources humaines qui ne sont pas, peut-être on n'a pas les ressources humaines dans les pays africains pour pouvoir élever ces projets-là. Alors ce serait, l'Égypte peut jouer un rôle très très important et avec la location stratégique de l'Égypte, certainement elle peut transférer l'expérience dans beaucoup de domaines du climat à ces pays-là et peut-être pouvoir aider aussi
ces pays pour élever leurs problèmes. De l'autre côté, je vais vous donner un exemple très important. Depuis un mois, l'Égypte a eu une conférence avec la Banque africaine et certainement les finances, peut-être, c'était un sujet qui était très très important pour les finances pour les pays africains. C'était discuté dans cette conférence-là que la Banque africaine a fait à Sharm el-Sheikh. Certainement, beaucoup de pays d'Afrique, on n'a pas les finances, peut-être on n'a pas l'expérience, comme je vous dis, alors peut-être la Banque africaine, avec la coordination avec l'Égypte, peut-être pourra aider dans ce domaine-là. Oui, espérons. Alors, l'Afrique doit exploiter les ressources vertes pour renforcer la sécurité énergétique et le développement durable. Alors, selon vous, comment on peut réaliser cette idée à partir du sommet de Nairobi? Ça, c'est un point très, très important. On pourra faire ça par donner un focus sur les dangers. Si on ne va pas faire tout ça, on va avoir beaucoup de problèmes dans le domaine du climat. Ça, c'est très, très important. On doit avoir une méthode de communication avec ces pays-là pour réfléchir et mettre un focus sur si on ne va pas faire ça et ça et ça va nous causer beaucoup de problèmes. Ça, c'est très, très important d'avoir une méthode de la communication. Peut-être le rôle de le média et peut-être de différents médias peut-être peut jouer un rôle très très important pour donner l'importance parce que peut-être beaucoup de pays on ne va pas prendre ce sujet, on ne va pas en donner beaucoup d'importance parce qu'on n'a pas les résultats des dangers. Si on ne va pas faire ça, on ne sait pas quels sont les dangers qui pourraient provenir les effets négatifs. Oui. Alors, une méthode de communication est très, très importante pour donner les aspects de ce problème-là. Oui, pour nous guider au détail. Exactement. Oui. Alors, selon vous, Dr Moustapha Tamim, comment tirer le meilleur profit de la richesse des ressources, de la richesse et des ressources d'énergie nouvelles et renouvelables dont l'Égypte jouit et également dont l'Afrique jouit, mais cette fois-ci en coopération avec les pays africains? Ça, c'est un point très, très important. Et l'Égypte a peut-être joué un rôle très, très important pour avoir une dépendance sur les l'énergie renouvelable qui ne sont pas traditionnelles. Comme je vous dis, pas traditionnelles, c'est comme le pétrole et le gaz. Oui. Et maintenant, peut-être l'Égypte donne beaucoup de pouvoir de l'énergie verte. Et ça, c'est très, très important. Et peut-être on va avoir beaucoup d'expérience dans ce domaine-là que l'Égypte peut transférer l'expérience dans ce domaine-là à ces pays-là. Et ça va peut-être aider ces pays de faciliter, peut-être donner beaucoup de facilités pour avoir ces projets-là et pour avoir les dangers. Si on ne va pas faire tout ça, qu'est-ce qui va arriver? Si on ne prend pas l'énergie vers l'énergie solaire et les énergies non traditionnelles, ça va certainement avoir un effet négatif sur les pays africains. Oui, l'Égypte est pionnier dans l'action climatique internationale dans le domaine de l'énergie propre. Oui. Est-ce que vous voyez que l'accueil chaleureux qu'a fourni l'Égypte lors de la COP 27, comme vous l'avez mentionné, qui était tenue à Sharm el-Sheikh l'année passée, est-ce que vous voyez que la COP 27, outre la richesse dont jouit l'Égypte, des ressources, des sources d'énergie renouvelable, a alourdi le poids égyptien dans l'action climatique? Moi, je pense certainement. L'Égypte a joué un rôle très, très important dans ce domaine-là. Mais certainement, comme je vous ai dit, c'est très, très important d'avoir une méthode de communication pour donner une idée avec quels sont les dangers de ne pas
avoir des pas et ne pas avoir un plan pour élever ces problèmes-là. Et comme je vous ai dit, on a vu au monde entier, on avait peut-être dans des pays qui sont très avancés, comme la Grèce et comme l'Italie, comme l'Amérique, on a vu beaucoup de problèmes dans ce domaine-là. Oui. Alors, serait très important que l'Égypte joue un rôle pour donner une idée avec quels sont les problèmes qui vont être là si on ne va pas faire ça et ça et ça dans ce domaine-là. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Moustapha Tammem, professeur de sciences politiques, pour ces explications concernant la conférence du climat qui se déroule aujourd'hui au Kenya. Et on poursuit cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique avec les militaires qui ont renversé Ali Bongo Ondimba au Gabon mercredi dernier et qui ont annoncé la réouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes dès samedi. Ceci est intervenu alors que la France a décidé de suspendre sa coopération militaire avec le pays après ce qui s'est passé mercredi dernier. Les détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Le colonel Ulrich Manfombi, porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, a déclaré à la télévision d'État que le CTRI était soucieux de préserver le respect de l'État de droit, les bonnes relations avec ses voisins et l'ensemble des États du monde, et afin de favoriser la continuité de l'État tout en démontrant sa ferme volonté de tenir ses engagements internationaux. Aussi, le CTRI décide-t-il avec effet immédiat de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à compter de samedi. Les frontières du Gabon étaient fermées depuis le coup d'État qui a chassé du pouvoir Ali Bongo, qui dirigeait le pays depuis 14 ans. Le ministre français des Armées a annoncé que la coopération militaire entre la France et le Gabon, où environ 400 soldats français sont en permanence stationnés, était suspendue depuis le coup d'État de mercredi. En ce qui concerne la présence militaire, ce sont des soldats qui font de la formation, qui ont toujours été aux côtés de l'armée gabonaise. À l'heure actuelle, leurs activités ont été suspendues en attendant que la situation politique se clarifie, a expliqué Sébastien Lecornu vendredi dans un entretien au journal Le Figaro. Ces forces permanentes, appelées prépositionnées, ont pour mission de protéger les ressortissants français, de se tenir prêtes à intervenir en renfort lors d'opérations et de collaborer avec les armées nationales gabonaises ainsi qu'avec celles des pays voisins tels que le Cameroun, notamment pour des exercices et des formations. La culture de la vanille fait fureur en Ouganda. Alors, la vanille fait l'objet d'une forte demande à l'échelle mondiale et pour projeter les cultivateurs de vanille, le gouvernement a commencé à déclarer la période de récolte une période une période probable qui tient compte des tendances dans les différentes régions du pays. Plus de détails dans ce commentaire signé Shamselemi. La culture de la vanille fait fureur en Ouganda, mais les agriculteurs se demandent aujourd'hui si le jeu en veut la chandelle. Peu recherchée dans son pays, la vanille fait l'objet d'une forte demande à l'échelle mondiale. Lorsque Dan Mukasa, un cultivateur de vanille basé à Luoro, dans le centre de l'Ouganda, s'est lancé dans la culture de la vanille en 2011, il misait sur l'espoir de gagner de l'argent. L'épice se vendait à l'époque 80 $ le kilogramme, mais il savait aussi que ce prix pouvait être multiplié par 10. Pour protéger les cultivateurs de vanille, le gouvernement a commencé à déclarer la période de récolte, une période probable qui tient compte des tendances dans les différentes régions du pays. Les gousses mûrissent d'abord dans l'ouest. La période officielle de récolte a débuté le 17 juillet, alors que les négociants terminent leur vente. Les agriculteurs planifient déjà la prochaine récolte. Les exportateurs locaux s'inquiètent de la diminution de l'homogénéité et de la qualité, ce qui réduit la demande de vanille ougandaise au niveau mondial. La période de récolte désignée peut offrir un certain niveau de sécurité, mais pour les agriculteurs, ce n'est pas suffisant.
Mais avant cette période, personne ne peut vendre de vanille. La fluctuation du marché mondial a laissé les producteurs de vanille dans l'embarras. Le kilogramme se vend aujourd'hui à un peu plus d'$1. Le gouvernement demande aux agriculteurs de faire preuve de patience. Parce que la vanille a une caractéristique unique, nous conseillons à ceux qui la possèdent déjà de ne pas la détruire, car vous la détruirez aujourd'hui et demain la demande augmentera à nouveau et le prix augmentera à nouveau. Alors, soyez patients, a déclaré le ministre de l'Agriculture. Les statistiques gouvernementales montrent qu'à la fin de l'année 2022, le pays a exporté de la vanille pour une valeur de 11 millions de dollars. Dans sa ferme de 2 acres, la première récolte de dents ne représente que quelques kilogrammes. Mais si l'on cumule sa production et celle de tous les cultivateurs ougandais, le pays se classe au 2e rang des exportateurs de vanille sur le plan du contenu après Madagascar. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde, mais la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Merci pour votre fidélité à Naï TV International. Restez avec nous et au revoir.